Ces fois où vos propres mots se sont retournés contre vous. J'ai perdu mon bébé à 7 mois de grossesse. Une semaine après, alors que je n'arrivais même pas à reprendre pied, j'ai découvert que mon mari avait fait appel à ma demi-sœur, avec qui j'étais en froid, pour porter notre enfant grâce à une FIV. Après avoir fait semblant pendant toute la grossesse que c'était leur bébé, j'ai fini par tomber sur cette fameuse enveloppe brune qu'il cachait jalousement. Je la lui ai tendue en le fixant droit dans les yeux, le forçant à affronter la vérité. Je revois ce jour où, enceinte de 7 mois, je peignais le lit de mon bébé en vert prairie, et soudain, une douleur fulgurante m'a pliée en deux. La seconde d'après, j'étais allongée par terre, le sang coulant entre mes jambes, à supplier je ne sais quel dieu de ne pas m'enlever mon enfant. À l'hôpital, mon ventre était redevenu plat, j'étais couverte de sang, et je me pinçais sans arrêt, espérant me réveiller de ce cauchemar. 7 jours à peine après tout ça, alors que j'étais encore clouée au lit, entourée de petits vêtements que je n'arrivais pas à jeter, mon mari a débarqué dans la chambre, rayonnant comme si de rien n'était. J'ai une surprise, chérie. Il m'a sorti du lit pour m'emmener en bas, et c'est là que je me suis retrouvée face à ma demi-sœur, celle que je n'avais pas revue depuis qu'elle m'avait trahie en couchant avec mon ex. J'étais trop abasourdie pour réagir, jusqu'à ce que mon mari m'annonce d'un ton enthousiaste. Cathy a accepté de porter notre bébé grâce à la FIV. Il a continué, l'air ravi. Et en plus, tous les papiers sont déjà signés. On l'a fait pour toi, parce qu'on savait que c'était ce que tu voudrais, a-t-il ajouté, comme si c'était une faveur. Avec le recul, je vois bien que j'aurais dû me battre, mais j'étais complètement vidée. Alors j'ai préféré me raccrocher à l'idée qu'il faisait ça avec de bonnes intentions. 2 semaines plus tard, je les ai trouvés dans la cuisine, mon mari caressant le ventre de Cathy, et je me suis dit qu'il était juste trop pressé d'avoir un enfant. Quand elle a sorti mes échographies de l'album de famille, j'ai même souri avec eux. J'ai assisté à tous les rendez-vous pour la FIV, je les ai regardés se toucher le bras et se regarder comme si je n'existais pas, et pourtant, j'ai continué à faire semblant que tout allait bien. Mais ensuite, ils ont commencé à parler du bébé comme étant le nôtre, en parlant de nous 3, et à fouiller ensemble dans les affaires de ma fille décédée. Ils sortaient ses petits bodys roses et les posaient sur le ventre de Cathy en s'échangeant des sourires complices. J'ai tellement hâte de voir notre petite dans cette tenue. Mon mari ne s'est jamais rendu compte à quel point tout ça me détruisait. Il ne remarquait même pas que j'avais arrêté de manger avec eux, trop occupée à lui masser la nuque ou à dépenser mon salaire pour acheter des salades bio, uniquement pour elle. Je passais mes nuits à pleurer en serrant les anciennes échographies contre moi, et tout ce qu'il trouvait à faire, c'était de me tendre un verre d'eau avant de retourner se coucher. Le jour où j'aurais dû accoucher, j'ai touché le fond. J'avais juste envie de retourner à la plage où j'avais senti mon bébé bouger pour la première fois. Alors j'ai réveillé Marc en le suppliant de m'y emmener, histoire de retrouver un peu de moi-même. Mais il m'a simplement répondu, le sourire aux lèvres, j'ai prévu encore mieux. Pour la première fois depuis la fausse couche, j'ai souri. Qu'est-ce que c'est ? Ai-je demandé, un peu taquine. Cathy et moi avons organisé une baby shower surprise. C'est aujourd'hui. Je l'ai fixé, pensant qu'il plaisantait, mais non. Cathy est montée à son tour et tous les deux, ils m'ont expliqué qu'ils avaient décidé qu'il valait mieux célébrer la vie plutôt que de pleurer un bébé disparu. Je les ai regardés, complètement vidés. Je ne me sens pas du tout à l'aise avec ça, ai-je enfin osé dire. C'était la première fois que je leur tenais tête. Le visage de mon mari s'est instantanément fermé. « Tu es égoïste ?» a-t-il lancé. « Tu pourrais pas juste te réjouir pour nous ?» a renchéri Cathy tout excitée. J'ai cru halluciner. « Pour toi ?» a rectifié mon mari en lui lançant un coup d'épaule. « Heureuse pour toi. » Je n'ai même pas répondu. J'ai attrapé mes clés et je suis partie en pyjama, en les entendant déjà se chamailler dans mon dos. 4 heures plus tard, je me suis réfugiée dans un café, et c'est là que j'ai reçu un appel FaceTime de mon mari. J'ai décroché et j'ai vu qu'ils avaient bien fait la baby shower. On voulait juste te prévenir qu'on a décidé d'ajouter le prénom de Cathy à celui de notre fille, pour la remercier, m'a-t-il annoncé avant de raccrocher sans même attendre ma réaction. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment craqué. C'en était trop. Je suis rentrée à la maison au beau milieu de la nuit, et comme aucun des deux ne s'était inquiété de mon absence, je n'avais même plus besoin d'excuses. J'ai crocheté la serrure du bureau de Marc, qu'il gardait toujours fermée. Je n'avais jamais cherché à y entrer, par confiance, mais cette nuit-là, j'ai fouillé partout. C'est là, dissimulé derrière des papiers administratifs, que j'ai trouvé une enveloppe brune. Je pensais y trouver des papiers d'impôt, mais non. C'étaient des documents de la clinique de fertilité, datant de 2 mois avant ma fausse couche. Tout n'était pas clairement dit, mais il y avait assez d'indices pour que j'allume son ordinateur et fouille un peu. J'ai fini par tomber sur une conversation par mail entre lui et Cathy, qui remontait à 9 mois. Le tout premier message qu'elle lui avait envoyé, c'était une série de reçus pour des tests génétiques. J'étais déjà écœurée, mais en lisant la suite, j'ai découvert le mail qui m'a achevée. Mon mari écrivait « Si elle est encore enceinte en mai, il va falloir envisager d'autres options. » Et Cathy de répondre « Le médicament dont tu parlais, il met combien de temps à agir ?» C'est à ce moment-là que j'ai entendu une voix derrière moi. « Elle sait », a balancé Cathy, plantée dans l'embrasure de la porte. Je me suis figée, le cœur battant à tout rompre. Marc est descendu aussitôt, froid comme la pierre. « Tu n'aurais jamais dû découvrir ça », a-t-il lâché, sans la moindre émotion. J'ai réussi à demander, la voix brisée, « Où est passé l'homme que j'ai épousé ?» Il a haussé les épaules. Il m'a dit qu'il était désolé, mais que ce mari-là était mort le jour où il avait découvert que mes gènes n'étaient pas aussi parfaits que ceux de Cathy. Selon lui, parce que mon grand-père paternel souffrait de schizophrénie, il ne pouvait pas courir le risque de transmettre ça. Et là, il m'a posé un ultimatum. Soit tu restes et tu fais semblant d'être heureuse avec nous, soit tu pars, tu ne prends rien et tu ne revois jamais le bébé. Je suis restée plantée là, au beau milieu du bureau de Marc, à 2 heures du matin, agrippant les emails imprimés, alors que mes mains tremblaient de rage. À travers mes larmes, les mots se brouillaient, mais leur signification me sautait aux yeux. Ils avaient tout orchestré. Ils avaient fait disparaître mon bébé. Marc s'est approché, le visage durci sous la lumière crue de la lampe, tandis que Cathy s'adossait à la porte, la main posée sur son ventre, à l'endroit précis où son enfant à elle grandissait, celui qu'on m'avait volé.
Ce geste m'a soulevé le cœur. Tu as 60 secondes pour te décider, a lancé Marc d'un ton tranquille, tout en jetant un œil à sa montre, comme s'il s'agissait simplement d'une clause dans un contrat. Soit on élève cet enfant ensemble, soit tu pars, et tu n'emportes rien. J'ai senti les feuilles se froisser sous mes doigts. 9 mois de messages, 9 mois de manigance, alors que moi, j'aménageais la chambre, je fredonnais des berceuses à mon ventre, inconsciente de la trahison. Vous avez supprimé notre bébé, ai-je murmuré, la gorge nouée. J'ai vu l'espace d'un instant, le masque de Marc se fissurer, une lueur étrange traverser son regard avant qu'il ne reprenne sa contenance. C'est la sélection naturelle, a-t-il soufflé, mais sa main a tremblé en réajustant son col de chemise. Parfois, ces choses-là arrivent pour une raison. Pense à l'avenir de cet enfant, a ajouté Cathy depuis l'embrasure, caressant son ventre de gestes lents. Des jeunes parfaits, aucun risque de maladie. C'est ce que tout parent souhaite, non? Mon esprit se bousculait, cherchant une issue. Prévenir la police? Mais avec quoi comme preuve? Ces emails étaient accablants, certes, mais pas forcément recevables. Fuir? Ou aller à 2 heures du matin? Sans argent, sans plan, sans personne vers qui me tourner. Tu dois te décider, a insisté Marc en tapotant sa montre. J'ai pris une grande inspiration, tentant de garder un visage impassible. Puisqu'ils avaient élaboré leur plan depuis des mois, il me faudrait du temps pour trouver une parade. Je vais rester, ai-je menti, guettant la satisfaction qui a aussitôt illuminé leur visage. Sage décision, s'est réjoui Marc en tendant la main vers les emails. Donne-les-moi maintenant. Je les ai déjà sauvegardés sur le cloud, ai-je rétorqué, reculant instinctivement. Par précaution. Le sourire de Cathy s'est figé à la mention du cloud, sa main suspendue sur son ventre, tandis que la mâchoire de Marc se crispait. Très bien, a-t-il lâché après un court silence. On est en famille, faut pas de secret. Il a ouvert la porte. Allez, va te reposer, tu dois être épuisé. Ils m'ont raccompagné à l'étage, me surveillant comme des gardiens. Arrivé devant notre chambre, Marc m'a fait continuer jusqu'à la chambre d'amis. À l'intérieur, j'ai découvert mes vêtements suspendus dans l'armoire, mes affaires de toilette soigneusement rangées. On a déplacé tes affaires pendant que tu étais sortie, a expliqué Cathy d'une voix doucereuse. C'est pour que je sois tranquille pendant la grossesse. Tu sais ce que c'est, les nausées du matin. La porte s'est refermée derrière moi, et j'ai entendu la clé tourner dans une serrure dont j'ignorais même l'existence. Une fois enfin seule, j'ai attrapé mon téléphone pour accéder à mon compte cloud, les doigts fébriles. Mais au moment de me connecter, un message d'erreur est apparu. Compte verrouillé pour activité suspecte. J'ai senti le sang se glacer dans mes veines. C'était évident, Marc avait mes mots de passe. Je lui avais tout confié. Par la grille d'aération, j'ai entendu leur voix filtrer depuis la chambre en dessous. Elle ment, elle ne restera pas, a déclaré clairement Cathy. Je sais, a répondu Marc. On a 3 jours pour régler la question. J'ai entendu des papiers bruire. Il ne manque plus que sa signature sur les papiers d'engagement. J'ai collé mon oreille contre la grille pour essayer d'en capter davantage, mais ils se sont mis à chuchoter. 3 jours. 3 jours avant quoi? Le temps semblait s'étirer à l'infini. J'ai somnolé par à-coups sur une chaise près de la fenêtre, sursautant au moindre bruit. À 6 heures, mon téléphone a vibré. Un message de Claire. Où es-tu? On a raté notre café. Tout va bien? Je suis restée un moment à fixer l'écran, réalisant brusquement que j'étais tombée dans leur piège toute la nuit, bloquée dans des négociations sordides, épuisée, privée de mon unique rendez-vous hebdomadaire. À peine le temps de réfléchir que la porte s'est ouverte. Marc est entré, un plateau de petit déjeuner à la main, Cathy juste derrière lui. Tu dois avoir faim, a-t-il dit avec un sourire de façade, déposant le plateau. Il faut que tu effaces ces mails du cloud. Maintenant. Je t'ai déjà dit, c'est ma garantie, ai-je lancé sans bouger. Le problème, a poursuivi Marc en s'asseyant sur le lit, c'est qu'on ne peut pas avancer ensemble tant que tu nous tiens la dragée haute. Supprime-les et on te rend ta liberté, c'est tout. Le compte cloud est déjà verrouillé. C'est toi qui t'en es chargé. Il a esquissé un sourire. Petit souci technique. Je débloque ça aussitôt que tu acceptes de tout effacer. Cathy s'est rapprochée. On essaie de t'aider. Ce chagrin, cette paranoïa, ce n'est pas sain. La mère de Marc arrive bientôt pour le petit déjeuner. Tu veux vraiment qu'elle te voie dans cet état? J'avais complètement oublié sa venue, la mère de Marc. Un témoin, peut-être une alliée, ou bien une personne de plus qu'ils auraient réussi à convaincre que j'étais folle. D'accord, ai-je cédé. Débloque le compte. Je les efface devant vous. Marc a sorti son téléphone, pianoté quelques secondes. Essaie maintenant. Cette fois, la connexion s'est faite sans problème. Je leur ai montré l'écran, supprimé les emails, puis vidé la corbeille sous leurs yeux. Marc a hoché la tête, satisfait. Tu vois, ce n'était pas la mer à boire. Il s'est levé. Maman sera là dans 1 heure. File à la douche et fais-toi belle. On va annoncer la grossesse officiellement. Ils sont partis, laissant la porte ouverte. Un minuscule soulagement. J'ai attendu 5 minutes, puis je me suis glissée dans la salle de bain. L'appareil photo de mon téléphone fonctionnait encore. J'ai pris des clichés de tout ce qui me paraissait louche. La nouvelle serrure sur la porte, les papiers sur le bureau de Marc que j'apercevais depuis le couloir, tout ce qui pourrait m'être utile. Dans l'armoire à pharmacie, un détail a attiré mon attention. Un flacon de médicaments, étiquette arrachée, mais j'ai reconnu tout de suite le misoprostol à l'intérieur, le même qu'il m'avait fait prendre après la fausse couche. Or, ce flacon était presque vide. Il restait un dépôt au fond, comme si les comprimés avaient fondu dans un liquide. Les mains tremblantes, je l'ai photographié sous tous les angles. Là, j'avais de vraies preuves. « Ah, qu'est-ce que tu fais ?» La voix glaçante de Cathy m'a prise de court. Elle était là, dans l'encadrement de la porte, braquant sur moi un regard glacial. J'ai glissé mon téléphone dans ma poche. Je cherchais de l'aspirine. J'ai un mal de tête affreux. Elle s'approcha de moi et me coinça contre le lavabo. Tu sais, la mère de Marc est convaincue que tu es complètement bouleversée par le chagrin. Un mot de travers aujourd'hui, et elle va réclamer ton hospitalisation. Rien de définitif, bien sûr. Juste le temps que tu te remettes. Tu veux dire jusqu'à ce que le bébé naisse? Son sourire était tout sauf rassurant. Tu comprends vite. La mère de Marc est arrivée pile à l'heure, s'extasiant devant le ventre à peine arrondi de Cathy, tandis que je restais muette à table.
Tu es vraiment courageuse, a-t-elle déclaré en me tapotant la main. Après cette fausse couche qui, évidemment, n'était la faute de personne. Ce sont des choses qui arrivent. Au moins, tu auras quand même un bébé à aimer. L'histoire officielle circulait déjà. J'étais la pauvre femme endeuillée, sauvée par l'altruisme de sa sœur porteuse. Toute tentative de protestation aurait été prise pour de la jalousie ou une crise de nerfs. Après le petit déjeuner, j'ai prétexté une envie pressante pour filer aux toilettes. Cette fois, j'ai envoyé un message à Claire. Ça ne va pas, Marc contrôle tout, aide-moi s'il te plaît. J'ai aussitôt effacé le message. Dès lors, les jours se sont confondus. Il ne me lâchait plus, même à la pharmacie où Marc a débarqué alors que je tentais de me renseigner sur le misoprostol, glissant au pharmacien que j'avais des antécédents de paranoïa. De retour à la maison, mon ordinateur avait disparu, mais mon journal intime était resté grand ouvert, une page sur mes angoisses de grossesse visiblement photocopiée. Même pour les rendez-vous prénataux de Cathy, dans la même clinique où j'avais perdu mon bébé, Marc insistait pour que je vienne en famille. Le lundi, ma supérieure m'a convoqué dans son bureau. Marc m'a parlé de ta dépression suite au deuil, a-t-elle dit avec douceur. Tu devrais peut-être prendre un congé longue durée, ton poste t'attendra. J'ai essayé de joindre le docteur Patterson, mon gynécologue, celui qui m'avait annoncé la fausse couche. Sa secrétaire, désolée mais catégorique, m'a répondu « Le docteur ne souhaite pas vous recevoir dans ces conditions. Quelqu'un était passé avant moi. Cette nuit-là, désespérée de trouver un endroit où il ne pourrait pas me surveiller, je me suis rendue sur la tombe de ma mère. Le cimetière était devenu mon seul refuge, le seul lieu où je parvenais à réfléchir. Mais même là, des fleurs fraîches trônaient sur la tombe, accompagnées d'une carte. Je pense à toi en ces temps difficiles, car ils étaient en partout, jusque dans les moindres recoins de ma vie. C'était une femme formidable, a soufflé une voix derrière moi. Je me suis retournée et j'ai vu une femme de mon âge déposer des fleurs sur la tombe voisine. Désolée, je ne voulais pas vous effrayer. J'ai simplement remarqué que vous veniez souvent ces derniers temps. Vous m'aviez déjà vu ici. Elle a hoché la tête. Je viens moi-même voir mon fils, mort-né il y a 2 ans. Elle s'est arrêtée un instant. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer. Vous êtes la sœur de Cathy, non? Mon sang n'a fait qu'un tour. Vous connaissez Cathy? On était colocataires à la fac, avant qu'elle arrête ses études, a-t-elle répondu en arrangeant ses fleurs avec soin. Elle était en médecine de la reproduction, complètement passionnée par la grossesse, les traitements contre l'infertilité. Elle disait toujours qu'elle serait la mère porteuse idéale, parce qu'elle comprenait si bien tout ça. Les paroles de la femme sont restées en suspens, tandis qu'elle continuait de disposer ses fleurs, ses gestes précis et méthodiques, pendant que j'essayais de digérer ce qu'elle venait de révéler sur le passé de Cathy. Quand a-t-elle abandonné ses études? Ai-je murmuré tant bien que mal. La femme s'est relevée, époussetant la terre sur ses genoux. Il y a environ 3 ans, juste au moment où elle a rencontré quelqu'un. Je ne l'ai jamais vu, mais elle n'arrêtait pas d'en parler. Il était marié, mais il disait qu'il allait quitter sa femme. J'ai senti mon estomac se nouer. 3 ans plus tôt, c'était justement quand j'avais surpris Cathy avec mon ex et coupé les ponts. La chronologie était trop parfaite pour y voir une coïncidence. J'ai remercié la femme et couru vers ma voiture, complètement perdue. Mais Marc avait désactivé ma voiture soi-disant pour ma sécurité, et j'ai découvert qu'elle ne démarrait plus. Impossible même d'ouvrir le capot. J'ai dû appeler quelqu'un pour venir me chercher. Et, bien entendu, c'est Marc qui est arrivé en quelques minutes à peine. Les visites au cimetière ne te font pas du bien en ce moment, a-t-il dit en m'ouvrant la portière. Tu devrais penser à l'avenir, pas au passé. Sur le chemin du retour, je l'ai vu envoyer des messages à chaque feu rouge. À notre arrivée, Cathy nous attendait sur le perron, la main posée sur son ventre avec ce geste protecteur qui lui était propre. Le lendemain matin, Marc a retiré mon nom de nos comptes joints. Je l'ai découvert en voulant acheter des courses. Ma carte a été refusée. Le regard compatissant de la caissière pendant que je fouillais mon sac à la recherche d'un billet qui n'existait pas, mais restait en travers de la gorge. Marc est arrivé au magasin, suivant ma position grâce à mon téléphone, et a payé en jouant la comédie, s'excusant auprès de tout le monde pour la mauvaise passe que je traversais. J'ai reconnu là une méthode d'isolement, exactement ce que j'avais lu dans des articles sur l'emprise psychologique. Cet après-midi-là, pendant qu'ils étaient à un autre rendez-vous prénatal, je suis allée à la bibliothèque et j'ai commencé à tout consigner dans un carnet que je cachais derrière les rayons de généalogie. Les dates, les heures, les conversations, la manière calculée dont ils m'isolèrent de tout. 2 jours plus tard, notre facteur m'a lancé une remarque étrange alors que je récupérais le courrier. Votre sœur passe tout le temps, depuis des mois. Je la voyais souvent quand vous étiez au travail. Je trouvais ça sympa, je croyais que vous étiez à nouveau proches. Depuis des mois, avant la fausse couche, avant la surprise de la gestation pour autrui, leur surveillance ne datait pas d'hier. Je n'avais rien vu venir. Au travail, ma collègue Janet a remarqué que j'avais maigri, que j'avais les traits tirés. Elle m'a prise à part à la pause déjeuner, et quand j'ai tenté de lui raconter la version de Marc, elle a secoué la tête, catégorique. Je te connais depuis 5 ans, m'a-t-elle dit. Tu es la personne la plus équilibrée du bureau. Quoi qu'il raconte, je n'y crois pas une seconde. Janet avait elle-même vécu une relation toxique. Elle savait repérer les signes. Elle m'a proposé son téléphone pour que je puisse passer des appels, sans que Marc ne puisse les tracer. Je l'ai utilisé pour faire des captures d'écran de mon dossier médical sur le portail de l'hôpital, avant que Marc ait le temps d'y accéder. Il n'y avait aucune trace de troubles psychiques, aucun antécédent, rien d'autre que des soins de grossesse de routine jusqu'à la fausse couche. Ce soir-là, l'idée d'appeler la police m'a traversé l'esprit, mais qu'aurais-je pu leur raconter? Que mon mari tenait les rênes de notre argent? Que ma sœur vivait chez moi? Sans preuve de ce qui aurait pu circuler dans mon organisme 7 mois plus tôt, sans éléments concrets sur ce qu'ils avaient effectivement fait, je n'avais que des soupçons, et quelques mails évoquant une mystérieuse contamination génétique. Le lendemain, Janet m'a emmenée dans un café du centre-ville pour me présenter une amie, avocate spécialisée en droit de la famille. Officieusement, elle m'a expliqué la coercition reproductive, la violence économique, toutes les ruses que les agresseurs emploient pour manipuler le système à leur avantage. Elle a reconnu la réalité de ce que je vivais, mais a confirmé mes craintes, sans preuve tangible d'un empoisonnement,
Il serait quasiment impossible de porter plainte. En rentrant, j'ai retrouvé Cathy affalée sur le canapé, arborant le collier de perles de ma mère autour du cou. Mon parfum flottait dans la pièce. Elle m'effaçait doucement, reprenant chaque détail de ma vie pour mieux me remplacer. Le soir venu, un message Facebook a surgi, envoyé d'un compte inconnu. L'ex de Cathy, sorti de nulle part, avait retrouvé ma trace grâce à des connaissances communes. Il voulait me prévenir. Cathy avait tout inventé, simulé une grossesse pour essayer de le piéger, écrivait-il. Quand il a compris et tenté de rompre, elle l'a menacé de se faire du mal, de l'accuser, et seul l'avocat de sa famille l'a sorti de ce bourbier. Le lendemain matin, j'ai affronté Cathy dans la cuisine pendant que Marc était sous la douche. J'ai évoqué ses antécédents médicaux, ses histoires de fausses couches. Imperturbable, elle a posé la main sur son ventre avec cette théâtralité qui lui était propre. Qui va croire la femme instable plutôt que la femme enceinte, lança-t-elle, tout simplement. Marc a déjà préparé le terrain. Ton patron, ton médecin, sa famille, tout le monde sait que tu es fragile depuis le décès. Moi, je suis la gentille sœur qui t'aide à traverser cette passe. L'après-midi, Marc m'a posé un ultimatum. Soit tu acceptes une thérapie de deuil avec la psychologue que j'ai choisie, soit tu pars ce soir. C'est ton choix, ajouta-t-il d'un ton faussement compatissant. Mais je ne peux plus te regarder sombrer. J'ai accepté, y voyant peut-être une porte de sortie. Le cabinet du docteur Brennan était glacial et impersonnel, mais je n'ai pas manqué son froncement de sourcils chaque fois que Marc exposait mes soi-disant accès de délire et de paranoïa. Lorsqu'il a mentionné avoir attendu 7 jours après ma fausse couche avant de m'aider, elle a levé la tête, stylo suspendu, et lâché d'un ton neutre, « C'est long d'attendre autant quand sa femme est en deuil. » Marc s'est agité, a tenté de justifier ce délai par la nécessité de me laisser de l'espace, mais j'ai vu les yeux du docteur Brennan se plisser. Quand Marc nous a enfin laissés seuls, je me suis effondrée, et tout lui est raconté. Les mails, la chronologie, l'isolement méthodique. Son attitude a changé du tout au tout. Elle a posé son stylo et m'a vraiment écoutée, inquiète. Le soir même, Marc m'a fait une proposition. 10 000 € et une lettre de recommandation en or, si tu quittes la maison en signant un accord de confidentialité. Il présentait ça comme un cadeau, une chance de repartir à zéro. Mais quand j'ai refusé, son vrai visage est apparu. Il s'est calé dans le fauteuil, le regard froid. Tu crois qu'on t'embauchera encore après ce que je vais raconter? J'ai déjà pris les devants. Un mot sur ton état mental, et ta carrière est fichue. Réfléchis bien. Le lendemain, pendant qu'ils étaient à un énième rendez-vous prénatal, j'ai fouillé la chambre de Cathy. Dans sa valise, j'ai trouvé des manuels de médecine, des passages surlignés sur les moyens de provoquer une fausse couche en toute sécurité, des notes manuscrites dans les marges, calcul de dosage, recommandations de timing. Les mains tremblantes, j'ai tout photographié avec le téléphone de Janet. Plus loin, des emails imprimés entre Marc et Cathy, datant de 3 mois avant ma fausse couche, l'un d'eux intitulé « Plan de secours si elle est encore enceinte cet été ». Les messages détaillaient le calendrier, les méthodes, la manière de faire passer cela pour un accident naturel. Ils complotaient depuis des mois. Ce soir-là, j'ai retrouvé Emma dans un petit resto. Ma cousine n'avait jamais cru à la version de Marc sur ma prétendue dépression, elle l'avait toujours trouvé trop dominateur. Quand je lui ai montré mes découvertes, elle a eu les larmes aux yeux en repensant à ma joie durant la grossesse, à ce coup de fil quand j'avais pleuré de bonheur après avoir senti le premier mouvement du bébé. Je ferai tout pour t'aider, a-t-elle juré. Que la pression familiale aille au diable. Lors de ma prochaine séance, le docteur Brennan, sans enfreindre le secret professionnel, m'a conseillé de tout consigner, en insistant sur l'importance de construire un dossier parallèle. Elle me recommandait de rassembler méthodiquement des preuves, à l'écart de ce qu'ils pouvaient surveiller. Je suis devenue stratégique. Plutôt que de prendre des documents qui auraient pu me trahir, je photographiais tout et remettais chaque chose exactement à sa place. J'ai monté mon dossier avec autant de minutie qu'ils avaient mis à monter leur plan contre moi. Le dîner familial du dimanche a été mon premier test. J'ai lancé innocemment quelques questions sur la formation médicale de Cathy. Surprise, elle a failli s'étrangler avec son verre, tandis que la mère de Marc manifestait un intérêt croissant, ignorant tout de cette histoire de médecine. Je semais le doute avec précaution, guettant les regards affolés échangés à travers la table. Plus tard, Janet m'a aidé à retrouver de vieilles sauvegardes d'emails professionnels. Nous avons remis la main sur des messages qui parlaient du choix des prénoms, de l'aménagement de la chambre, de ma joie, à l'idée de devenir mère. Preuve de mon désir d'avoir cet enfant, de mon investissement. Peu à peu, la mère de Marc s'en est aussi rendue compte. La façon dont il me coupait sans arrêt, comment Cathy squattait ma place, utilisait ma vaisselle, s'installait dans mon fauteuil. Désormais, son regard sur eux se faisait de plus en plus soupçonneux. Au dîner du mercredi, j'ai glissé d'autres questions apparemment anodines. Cathy, tu ne m'avais pas dit que la grossesse t'effrayait? Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis sur la gestation pour autrui? Marc et Cathy échangèrent à nouveau ces regards paniqués, comme si leur petit manège commençait à craquer sous la pression. Grâce à Emma, j'ai pu rencontrer une infirmière de l'hôpital où j'avais perdu mon bébé. Autour d'un café, elle m'a avoué se souvenir de mon dossier, car ma fausse couche lui avait paru étrange, davantage liée à une intervention qu'à un accident naturel. Officiellement, elle ne pouvait pas en dire plus, mais ces mots ne faisaient que renforcer mes soupçons. Ce soir-là, seule avec Marc dans son bureau, je l'ai affronté. Je lui ai dit que je savais pour les médicaments, que j'avais compris leur petit jeu. Il s'est calé dans son fauteuil, imperturbable, et m'a simplement lancé « Prouve-le ». À la séance suivante, le docteur Brennan a proposé à Marc de venir seul pour mieux m'épauler. Refus catégorique de sa part, sur la défensive, ce que la psychologue a noté sans rien laisser paraître. C'est là que j'ai compris. Elle aussi rassemblait des pièces contre eux. Cathy affichait un ventre de plus en plus rond en public, mais certains détails ne collaient pas. Elle se plaignait de nausées devant Marc, mais je l'ai surprise en train de sautiller dans sa chambre, persuadée d'être seule. Tout sonnait faux.
Son ex a fini par envoyer d'autres preuves sur Facebook. Des photos de Cathy, prises le même jour, affichant des ventres de taille variable. Elle bourrait ses vêtements. Toute cette histoire n'était qu'une mise en scène. Au lieu de tout révéler d'un coup, j'ai choisi la diplomatie. En prenant le thé avec la mère de Mark, j'ai glissé quelques inquiétudes sur le passé de Cathy, évoqué l'arrêt brutal de ses études de médecine, ses anciennes histoires, sans jamais accuser directement. De quoi semer le doute en douceur. La semaine suivante, Emma et Janet ont sollicité 2 autres amis qui n'avaient jamais cru à la version de Mark pour former un petit réseau de soutien. Tous prenaient régulièrement de mes nouvelles, malgré les tentatives de Mark pour intercepter les appels et rendre les visites difficiles. L'isolement commençait à se fissurer. Sentant que la situation lui échappait, Mark a tenté le tout pour le tout, essayant de me faire hospitaliser pour une observation psychiatrique de 72 heures. Le docteur Brennan a catégoriquement refusé de signer, assurant qu'elle ne voyait aucun danger, ni pour moi ni pour les autres. Son plan s'est effondré. Le premier vrai accroc dans leur couple est survenu quand la mère de Mark les a surpris en train de s'embrasser dans la cuisine. Pas un geste d'affection anodin, mais un vrai baiser, celui d'amant. Lorsqu'elle les a confrontés, Cathy a reconnu qu'ils étaient amoureux, tout en s'obstinant à défendre la version de la FIV, prétendant simplement vouloir aider sa sœur en deuil, tout en tombant amoureuse du beau-frère. Le visage de la mère de Mark s'est fermé. La trahison était encore plus profonde qu'elle ne l'avait imaginé. Rapidement, toute la famille a été mise au courant. Mark a tenté de reprendre la main, prétendant que je montais tout le monde contre eux, mais trop de choses ne collaient en plus. J'ai revu l'infirmière, discrètement. Elle a repris mon dossier et confirmé ses doutes. Tout pointait vers une fausse couche provoquée, pas naturelle. Impossible pour elle de témoigner officiellement, mais cela a suffi à renforcer ma détermination. C'est alors que la mère de Mark m'a lancé un ultimatum. 1 semaine pour régler cette histoire, avant de rassembler toute la famille. Cette fois, le compte à rebours jouait en ma faveur. Leur alliance craquait de partout. J'ai surpris Cathy menacer Mark lors d'une dispute, exigeant qu'il lui garantisse un avenir financier sinon elle raconterait ce qui s'était réellement passé. Ils commençaient à se déchirer. Les enjeux étaient clairs. Il fallait les démasquer avant qu'ils n'inventent une nouvelle histoire ou ne décident de disparaître. Mais je n'étais plus seule. J'ai réuni mes alliés chez Janet. Emma, Janet, 2 autres amis, même le frère de Mark, qui m'a avoué que Mark lui avait déjà demandé, des mois avant, s'il connaissait des médicaments indétectables. Nous avions désormais des témoignages, des documents, un faisceau de preuves impossible à balayer. L'affrontement a eu lieu chez la mère de Mark, entourée de tous mes soutiens. Cette fois, il ne pouvait plus manipuler tout le monde. Mark a tenté une dernière fois son numéro, m'accusant d'avoir provoqué ma fausse couche par négligence et stress, sans se douter que sa mère enregistrait tout sur son téléphone. Cathy, elle, a essayé de jouer la victime, prétendant que j'étais au courant du projet de GPA depuis le début et que ma dépression était due au deuil. Mais les preuves étaient trop nombreuses. Des emails, des manuels médicaux annotés, des témoignages accablants. La mère de Mark a exigé que toute la vérité soit faite et, acculée, le masque de Mark a fini par tomber. Elle lui a demandé de quitter la maison, bouleversée par ce qu'elle avait découvert. L'atmosphère était lourde, presque irrespirable, alors que Mark restait figé, incapable de sauver les apparences. Dans les jours qui ont suivi, Emma, Janet et le reste du groupe ont tout fait pour m'aider à me reconstruire. Ils m'ont accompagné à la banque pour ouvrir mon propre compte, chez le serrurier pour changer les serrures de la maison, et à des rendez-vous avec des avocats spécialisés en abus financiers lors de divorce. Le docteur Brennan a même proposé de rédiger un rapport sur le comportement manipulateur de Mark, un appui précieux pour la procédure. Le jour de la grande réunion familiale organisée par la mère de Mark, j'ai exposé calmement tous les faits. Dates, documents, témoignages, tout était là, impossible à contester. Même ceux qui doutaient de moi au début ont fini par se ranger à l'évidence. Les échanges entre Mark et Cathy, les preuves médicales, tous ces détails racontaient la véritable histoire. La famille a pris position en ma faveur, comprenant enfin l'ampleur de la manipulation. Soudain mise au pied du mur, Cathy a accepté de raconter sa version de la liaison, tout en maintenant que la fausse couche était naturelle et qu'elle n'avait voulu qu'aider sa sœur. Mais plus personne n'était dupe. À présent, tout le monde y voyait clair. Ma documentation méticuleuse empêchait Mark de réécrire l'histoire, chaque affirmation étant aussitôt contredite par des preuves concrètes. Lorsqu'il prétendait que j'étais instable depuis des mois, je sortais des mails qui montraient le contraire, mon travail irréprochable. Quand il soutenait que la gestation pour autrui venait de moi, j'avais des témoins qui l'avaient entendu en parler avec Cathy alors que j'étais en plein deuil. Le dossier de preuves était posé sur la table lors de la réunion familiale. Chacun comprenait qu'il serait difficile d'obtenir une condamnation sans preuve d'empoisonnement, mais tout le monde sentait que les conséquences sociales étaient déjà bien enclenchées. Les associés de Mark prenaient leur distance, après avoir été mis au courant de son comportement par le bouche-à-oreille familial. Sa réputation s'effondrait dans notre cercle, et les membres de la famille exprimaient tour à tour leur horreur et leur honte d'avoir cru à ces mensonges. On m'a offert un soutien moral et financier pour m'aider à me relever. Son frère, particulièrement bouleversé, a reconnu qu'il aurait dû parler, surtout quand Mark l'avait interrogé sur certains médicaments. Acculé, désespéré, Mark s'est pointé à la réunion avec des documents légaux prétendant obtenir une procuration sur moi, soi-disant pour incapacité mentale. Il était venu accompagné d'un psychiatre et d'un agent de sécurité, visiblement dans l'intention de me faire interner contre mon gré. Mon entourage s'est tendu, prêt à faire face à cette tentative d'intimidation. Même la mère de Mark, habituellement sereine, a marqué un temps d'arrêt, doutant de la validité des papiers. Le psychiatre a commencé à me questionner, pendant que Mark, en retrait, essayait de me faire passer pour folle. Grâce à ma documentation et au conseil du docteur Brennan, j'ai répondu calmement à toutes les questions. J'ai exposé mes preuves de façon méthodique, déroulant la chronologie des abus et du contrôle, les tentatives d'isolement, la manipulation financière, la destruction systématique de mes liens. Le psychiatre a tout passé en revue. Les mails sur la contamination génétique,
la chronologie prouvant que la relation entre Mark et Cathy avait débuté avant ma fausse couche, les traces des abus financiers. Après 1 heure d'entretien, il a conclu que j'étais parfaitement saine d'esprit. Le plan de Mark s'est effondré quand le psychiatre a même suggéré que Mark lui-même aurait besoin d'une évaluation. Devant la famille réunie, la vérité était là, implacable. Le contrôle de Mark venait de voler en éclats, ses plans étaient dévoilés. Il ne pouvait plus manipuler personne. À mesure qu'il se contredisait sur les dates et les détails, son histoire s'écroulait. Mon récit, solide et étayé, résistait à ses explications changeantes. Il a tenté de dire que les mails étaient sortis de leur contexte, puis que c'était de l'humour, puis que j'avais tout mal compris. Finalement, peut-être pour sauver la face, il a avoué que Cathy était enceinte de lui depuis 3 mois. Leur liaison avait commencé juste après ma fausse couche, alors qu'il était censé me soutenir. Le dégoût de la famille était palpable. La mère de Mark, qui enregistrait toujours, a capté ce qui a suivi. Dans un moment de frustration, Mark a laissé entendre qu'il avait aidé la nature en raison de craintes génétiques. Ce n'était pas un aveu franc, mais largement suffisant. Sa mère est devenue livide en réalisant que son fils venait d'admettre, en substance, avoir provoqué ma fausse couche. J'ai alors dû choisir, tenter une action pénale vouée à l'échec, ou accepter cette justice sociale et ma liberté toute neuve. J'ai choisi le divorce et de faire éclater la vérité au grand jour. Parfois, l'exclusion sociale est la seule justice qu'on puisse obtenir. Mark a quitté la réunion de famille dans la disgrâce la plus totale. Cathy a tenté de jouer la victime, mais la communauté lui avait tourné le dos à elle aussi. Ses tentatives de me rejeter la faute n'ont eu aucun effet. Les preuves et les témoignages étaient irréfutables. Mark, dans une ultime tentative, a affirmé que j'étais génétiquement inférieure, qu'il avait agi pour éviter un enfant fragile. Cette déclaration l'a isolé encore davantage. Même ceux qui lui trouvaient jadis des excuses étaient choqués par sa justification sordide. Le lendemain, j'ai retrouvé ma maison, entourée de vrais amis. Elle me paraissait différente, presque allégée malgré tout ce qu'elle avait vu. Emma m'a aidé à ranger les affaires du bébé, avec tout le respect qu'elle méritait. Jeannette a organisé l'installation d'un système de sécurité. D'autres amis sont venus avec des courses, m'ont aidé à prendre de nouveaux repères. La mère de Mark est venue s'excuser en personne. En réécoutant l'enregistrement, elle avait perçu d'autres aveux, des contradictions, la froideur calculée de son fils. Elle m'a proposé de témoigner pour moi lors du divorce si besoin. Par la fenêtre, j'ai vu Mark charger ses cartons dans la voiture. Sa mère lui avait donné 1 semaine pour quitter la maison. Il bougeait de façon mécanique, l'assurance envolée. Cathy, de plus en plus enceinte, était déjà délaissée par Mark. Elle avait joué son rôle dans son plan. Elle n'était plus qu'un fardeau. Elle élèverait son enfant seule, après qu'il l'ait abandonnée, lui reprochant d'avoir tout gâché. L'ironie de la situation n'échappait à personne. La procédure de divorce avançait à une vitesse inhabituelle. Les tentatives de Mark pour cacher des avoirs ont échoué. Mon avocate, recommandée par une amie de Janet, a retrouvé les comptes ouverts en prévision de son départ. Les preuves de violence financière fournies par le Dr Brennan ont été précieuses. Mon retour au travail s'est fait dans la bienveillance. Janet avait discrètement expliqué la vérité aux personnes clés, neutralisant la version de Mark. Mon patron s'est excusé de m'avoir cru instable et m'a offert toute la flexibilité nécessaire pour me reconstruire. Le Dr Patterson, mon gynécologue d'origine, m'a recontacté par l'intermédiaire de son infirmière. On lui avait dit que j'étais dangereuse, mais après avoir appris la vérité, il a proposé de faire un certificat médical sur les circonstances de ma fausse couche. Ce n'était pas une preuve irréfutable d'empoisonnement, mais ses remarques sur la nature inhabituelle des symptômes complétèrent le dossier. Emma m'a présenté une nouvelle thérapeute, que j'ai pu choisir moi-même. Les séances portèrent sur la gestion du traumatisme et la reconstruction de mon identité après des mois de manipulation psychologique. Cette thérapeute, experte en coercition reproductive, a tout de suite reconnu les schémas. 3 mois après le début de la procédure de divorce, Cathy a cherché à me joindre. Elle vivait mal sa grossesse, seule face à la réalité de la maternité en solo. Je n'ai pas répondu. Elle avait fait ses choix. L'entreprise de Mark a commencé à dégringoler à mesure que la vérité se répandait dans le milieu. L'homme obsédé par la génétique parfaite s'est retrouvé isolé, discrédité par ses propres actes. J'ai vraiment retrouvé la maison quand j'ai repeint la chambre de bébé, recouvrant le vieux rose d'un beige apaisant. Ce n'était pas pour effacer le passé, mais pour laisser place à l'avenir que je voulais. 6 mois plus tard, le divorce a été prononcé. L'accord reflétait que le tribunal avait reconnu les abus financiers et les tentatives de dissimulation de Mark. J'ai gardé la maison et obtenu assez de soutien pour repartir à zéro. Mon réseau de proches était devenu ma véritable famille. Emma, Jeannette, les autres, ceux qui m'avaient cru au moment crucial, étaient toujours là. Nous avions tissé des liens dans l'adversité, plus forts que des liens du sang. Grâce à ma nouvelle thérapeute, j'ai rencontré d'autres femmes qui avaient connu la coercition reproductive. Leurs histoires faisaient douloureusement écho à la mienne. L'isolement, la manipulation, la destruction insidieuse des soutiens. On s'est créé un groupe de paroles discret, se retrouvant chaque mois pour partager nos épreuves et nos progrès. J'ai repris le travail à plein temps, retrouvant peu à peu mon élan et mon investissement. La compétence que Mark avait tenté de briser refaisait surface. Mes collègues ont vite remarqué le changement. La confiance revenue, l'angoisse disparue, tout ce qui m'avait rongé les derniers mois avec Mark semblait s'être envolé. Un soir, en rangeant, je suis tombée sur les échographies que je serrais contre moi lors de ces longues nuits. La douleur était là, mais elle ne me rongeait plus. J'ai préparé une petite boîte à souvenirs pour ma fille, des photos, un minuscule body, l'échantillon du verre tendre qu'on avait choisi pour sa chambre. Je ne cherchais pas à fuir le chagrin, juste à lui donner une place. La mère de Mark est restée en contact malgré les reproches de son fils. Elle avait choisi la justice au lieu de la loyauté aveugle. Un choix sûrement difficile. Lors d'une visite, elle m'a confié que Mark avait quitté la région, toujours incapable d'assumer. Cathy a eu une petite fille en bonne santé. L'enfant, censé remplacer la mienne,
est devenue une autre victime de leur manipulation. Marc s'est contenté du minimum, sans jamais chercher à s'impliquer. Les rêves de famille parfaite de Cathy se sont écroulés aussi brutalement que les miens. Par le groupe de soutien, j'ai appris que de nouveaux protocoles allaient être mis en place pour mieux repérer la coercition reproductive. Trop tard pour moi, mais savoir que d'autres seraient protégés m'a réconforté. La tombe de ma mère est redevenue un lieu de paix, non plus un refuge. Je pouvais m'y recueillir en paix, sans craindre d'y trouver des fleurs posées en mon absence. Un jour, j'y ai croisé la femme qui m'avait, la première, parlé du passé médical de Cathy. On a échangé quelques mots sur la guérison, sur la vie après la perte. L'accord financier m'a ouvert des possibilités que je n'aurais jamais envisagées. Non pas la richesse, mais la stabilité et la liberté. J'ai suivi des formations sur les violences conjugales, partageant mon expérience avec d'autres femmes pour qu'elles ne passent pas à côté des signes que j'avais ignorés. Ma maison, autrefois une prison, est redevenue un refuge. La chambre d'amis où l'on m'avait enfermée est devenue mon bureau. La chambre de bébé un coin lecture. À chaque transformation, c'était une victoire, une reprise de possession des lieux autrefois marqués par leur emprise. Dr Brennan et moi sommes restés en contact bien après le divorce. Elle a joué un rôle essentiel dans ma survie et ma reconstruction. Sa confiance a été le déclic, alors que tous doutèrent de moi. Elle m'a mise en relation avec d'autres femmes en détresse, sachant que je comprendrais. 1 an après cette confrontation chez la mère de Marc, je me retrouvais dans ma cuisine à préparer du thé. La lumière du matin traversait les fenêtres, désormais sans rideau, fini de me cacher. Mon téléphone vibrait. C'était des messages de soutien, comme toujours. J'avais perdu la famille que je croyais bâtir avec Marc, perdu la fille que j'avais portée 7 mois, perdu l'avenir que j'imaginais. Mais j'avais gagné autre chose, plus difficile à nommer. La certitude d'avoir survécu, résisté, refusé de disparaître. La sonnette a retenti. Emma était là, sur le pas de la porte, avec des viennoiseries et du café, notre nouveau rituel du dimanche. Installée dans le salon, elle m'a parlé d'une cousine qui subissait des choses inquiétantes de la part de son mari. Sans hésiter, j'ai proposé de la rencontrer, de partager ce que j'avais appris pour repérer les signes. Ma main s'est posée instinctivement sur mon ventre, un geste que je croyais ne plus pouvoir faire. Les médecins avaient confirmé ce que j'espérais. Malgré le traumatisme, mon corps avait guéri. La possibilité de devenir mère à nouveau existait, même si je n'étais pas prête à y penser. Cathy avait tenté de me recontacter récemment, me laissant un message sur la difficulté d'être mère seule, sur son besoin d'aide. Je l'ai effacé sans écouter la fin. Certains ponts, une fois brûlés, ne se reconstruisent pas. L'échantillon de peinture verte est toujours dans ma boîte à souvenirs. Un rappel de l'espoir que j'avais eu, mais aujourd'hui, 1 an plus tard, je peux le regarder sans m'effondrer. Le chagrin fait partie de moi, mais il ne me définit plus. Ma nouvelle thérapeute m'a aidé à comprendre que guérir, ce n'est ni oublier ni pardonner, c'est se réapproprier son histoire, reconstruire son identité, avancer en sachant qu'on a survécu à l'inacceptable. Le groupe de soutien s'est réuni ce soir-là. De nouveaux visages apparaissaient souvent, des femmes qui retrouvaient leur propre histoire dans la nôtre, puisant leur force dans notre solidarité. Nous n'apportions ni solution miracle, ni réponse toute faite. Seulement la certitude que leur vécu était réel, que leur douleur était légitime et que, oui, survivre était possible. En préparant la réunion et en disposant les chaises en cercle dans mon salon, je repensais à celle que j'étais il y a 1 an à peine. Une femme isolée, sous emprise, qui finissait par douter de sa propre santé mentale. Cette version de moi-même avait pourtant trouvé en elle une force insoupçonnée et rencontré des alliés là où elle n'aurait jamais pensé en trouver, puis le courage de se battre face à une destruction organisée. La sonnette retentit de nouveau, signe que les premières membres arrivaient. C'étaient des femmes qui, à force de traverser le même traumatisme, étaient devenues de vraies sœurs, capables de comprendre sans qu'on ait à expliquer pourquoi certains gestes nous faisaient sursauter ou pourquoi certaines phrases suffisaient à déclencher la panique, et pourquoi la confiance se construisait si lentement, mais s'ancrerait profondément dès lors qu'elle était gagnée. Nous avons pris place en cercle, les mains réchauffées par nos tasses de thé. La nouvelle, adressée par le Dr Brennan, avait dans les yeux cette lueur éteinte que j'avais connue. Mais elle était venue, franchissant le premier pas vers la reprise en main de sa vie. Nous serions là pour l'aider à porter ce qui semblait alors insurmontable, comme d'autres l'avaient fait pour moi. 1 an plus tard, me voilà debout à peindre la chambre d'un bébé d'un vert herbe printanier. Mais cette fois, ce n'était plus dans mon ancien appartement, mais dans une maison que j'avais pu acheter grâce à l'argent du règlement. Ma main posée sur mon ventre arrondi, une grossesse voulue, rendue possible par une insémination avec donneur. Selon mes propres choix, entourée de la famille que j'avais bâtie avec celles et ceux qui m'avaient cru quand c'était vital. La peinture, elle, n'avait pas changé, mais tout le reste, oui. Cette fois, je peignais entourée d'amis, avec Emma qui orchestrait l'installation des meubles et Jeannette affairée au montage du lit à barreaux. Ce bébé naîtrait dans un monde fait de familles choisies, de leçons apprises à la dure, auprès d'une mère qui avait appris, enfin, à mesurer sa propre force. J'avais tout perdu de ce que je croyais essentiel. Le mari, la famille traditionnelle, la confiance aveugle envers ceux qui disaient « m'aimer ». Mais en retour, j'avais gagné bien plus précieux. La certitude de pouvoir survivre à la trahison, me reconstruire après l'effondrement et bâtir une vie fidèle à qui j'étais vraiment. Les murs de la chambre séchés, couverts de ce verre parfait. Cette fois, ils accueilleraient un enfant né, non pas de la manipulation et du contrôle, mais du choix et de l'espoir. Ma fille grandirait en connaissant la force de sa mère, entourée de femmes qui s'avèrent que la famille ne se limitait pas aux liens du sang, mais se trouvait dans la présence de ceux qui restaient lorsque tout s'écroulait. Mon téléphone vibra. Un message de la mère de Marc, accompagné d'une photo de sa chambre d'amis fraîchement repeinte, elle aussi en vert herbe, en hommage à la petite fille qu'elle ne connaîtrait jamais mais qu'elle garderait toujours dans son cœur. Chacune de nous trouvait sa façon d'avancer, de rendre hommage à ce qui avait été perdu tout en construisant du nouveau. Demain, une autre réunion du groupe de soutien aurait lieu, une autre femme trouverait sa voie, une étape de plus sur ce long chemin de la guérison. Mais ce soir, j'étais là,
dans la future chambre de mon bébé, la main posée sur mon ventre, entourée de la famille que j'avais choisie, peignant l'avenir pour lequel j'avais dû me battre.